Nous allons maintenant voir la deuxième partie du chapitre 2. Chapitre 2 donc relatif aux puissances électriques. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les puissances actives, réactives et apparentes, ainsi que le théorème de Bouchereau. La première partie concerne les puissances actives et réactives. Nous allons faire l'hypothèse qu'on se place en régime sinusoïdal permanent. On peut donc utiliser la notation complexe et la notion d'impédance. Alors, soit une impédance Z, considérée, qui est égale à R plus JX, avec X pouvant être positif pour une inductance ou négatif pour une capacité. Z est donc soumise à la tension U, désignant l'amplitude complexe de la tension, et parcourue par le courant I désignant ici I souligné l'amplitude complexe du courant. Et on a toujours bien évidemment U égale ZI. On va faire l'hypothèse que le courant I est à l'origine des phases, de sorte que ça signifie que I de t est égal à I max cosinus oméga t, on n'a pas de déphasage dans cette expression temporelle, c'est la conséquence. Et alors, en notation complexe, on considérera que l'amplitude complexe de I est égale à la valeur d'amplitude, c'est-à-dire I max, et que l'expression complexe de I de t est égale à amplitude complexe I multipliée par exponentielle J oméga t, où exponentielle J oméga t renvoie à cosinus oméga t plus J sinus oméga t. Alors, on pourra déduire U en faisant le produit Z par I, mais on sait déjà que U est égal, on connaît l'expression de U, on sait que c'est l'amplitude multipliée par l'exponentielle de J fois le déphasage, par rapport à l'origine des phases. Et l'amplitude, le module de U, c'est donc U max. Donc on notera U max. Nous savons qu'en notation complexe, U de t complexe est égal à U amplitude complexe fois exponentielle J oméga t. Ça a trait à la notation complexe. Vous pouvez aller voir dans l'annexe qui a trait à cela, ces notations. On remplace l'amplitude complexe ici, qu'on avait exprimé précédemment, par U max E de J phi, et on va rassembler les deux exponentielles. On va mettre un facteur J oméga t plus phi. Cette exponentielle J oméga t plus phi, on va la remplacer par l'expression en cosinus et sinus, et on sait que cela est égal à Z fois I de t. On va donc calculer Z fois I de t. Le Z, c'est R plus JX. I de t, c'est l'expression que l'on vient de mentionner, puisqu'on sait que I est à l'origine des phases, donc il n'y a pas de déphasage. On développe cette expression et on trouve deux termes, une partie réelle et une partie imaginaire. Nous savons que la réalité observable U de t, physiquement observable par exemple par un oscilloscope, sur un oscilloscope, de la tension aux bornes de Z est constituée par la partie réelle de U de t complexe. Et la partie réelle de U de t complexe, nous venons de l'exprimer juste avant. De sorte que U de t, l'expression de U de t peut être tout à fait, dans les hypothèses, compte tenu des hypothèses qu'on a énoncées avant, est égale à cette forme. I de t, puisque I est à l'origine des phases à cette forme-là, nous l'avons déjà considéré juste avant, de sorte que la puissance instantanée P de t va pouvoir être exprimée, puisqu'elle est à tout instant t égale au produit U de t par I de t. Bon, on va aller reprendre donc les deux expressions de U et de I, on va les multiplier pour déduire l'expression de P de t. Je vais développer cette forme, et j'obtiens donc deux expressions, une somme de deux termes, un terme en R I max carré cosinus carré oméga t, moins X I max carré sinus oméga t cosinus oméga t. Alors là, on va aller chercher la trigonométrie pour remplacer le cosinus carré et le produit sinus-cosinus, et on trouve l'expression P de t qui est là, R I max carré sur 2, facteur de 1 plus cosinus 2 oméga t, moins X I max carré sur 2, sinus 2 oméga t. Le premier terme, donc, ne concerne que R, et désigne la puissance consommée par effet Joule dans R. Le deuxième terme, qui est encadré là en rouge, concerne donc X,
et c'est la puissance réactive qui est échangée entre le générateur et la réactance X. Alors, on peut calculer également la valeur moyenne de la puissance instantanée dans R. Bon, on calcule simplement la puissance moyenne et on trouve l'expression qu'on avait déjà établie, c'est-à-dire U max carré sur 2R. Et c'est donc ce qu'on avait défini comme la puissance active, on retrouve le même terme. Par contre, la puissance réactive, ici, qui est en sinus 2 oméga t, en fait, présente une valeur moyenne égale à 0. Elle est positive quand elle est emmagasinée dans X, et elle est négative quand elle est restituée au circuit par X. Elle change de signe en fonction de la valeur de sinus 2 oméga t. Voilà, on voit que la réactance, en fait, échange, accumule et rend l'énergie réactive avec le circuit, et ici le générateur. Il y a un échange permanent à une fréquence double de celle du circuit, de celle du générateur de U et I. Le bilan moyen de cette puissance est donc nul, ça signifie que l'échange d'énergie entre la réactance et le circuit ne correspond à aucun transfert d'énergie. C'est simplement de l'énergie échangée. L'unité de la puissance réactive est le volt-ampère réactif ou le var. On vient donc de montrer que la valeur moyenne de la puissance instantanée, c'est la puissance active P, qui est égale à RI max carré sur 2, ou U max carré sur 2R, donc la puissance active qu'on avait déjà exprimée, que je reformule ici. Alors maintenant, dans le cas où X est une inductance, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'expression. On va pouvoir exprimer P sous une autre forme. Effectivement, l'expression de l'amplitude complexe de I, c'est I max. U égale ZI, c'est-à-dire Z fois I max. Je remplace Z par R plus J X. Et donc j'ai une somme de deux termes, RI max plus J XI max. Je vais représenter ces formes sur le plan complexe. Donc avec l'axe des imaginaires qui est pourvu du vecteur unitaire J, et puis l'axe des réels en abscisse. Je représente RI max, qui est réel, donc couché sur l'axe des réels, JI max, JXI max, qui est lui perpendiculaire, et U max, donc qui est l'amplitude de la tension U, qui est égale à racine carrée de RI max carré plus XI max carré. Le module de U, c'est U max, et la phase de U, c'est phi, l'angle phi que je représente ici. Ayant placé l'angle phi, j'observe donc que la projection de U max sur l'axe des réels est égale à U max cosinus phi, et donc égale à RI max. Je vais donc remplacer RI max par U max cosinus phi dans l'expression de la puissance active. L'expression de la puissance active, nous l'avons ici, c'est RI max carré sur 2, je remplace RI max par U max cosinus phi, et je trouve U max I max cosinus phi sur 2, qu'on peut aussi écrire U efficace I efficace cosinus phi. C'est une autre expression de la puissance active. On remet ici l'expression donc de cette puissance active qu'il faudra essayer que vous vous rappeliez, U max I max cosinus phi sur 2, ou alors U efficace I efficace cosinus phi. Voilà, c'est la puissance active. Alors maintenant, si on s'intéresse à la puissance réactive, on a dit qu'elle avait une valeur moyenne égale à 0, mais on va appeler puissance réactive, on va noter Q, l'amplitude de la puissance réactive échangée entre X et le circuit. Et si on va rechercher l'expression précédente, cette amplitude est égale à X fois I max carré sur 2. On remarque là aussi que si je projette le vecteur U max, le vecteur U, sur l'axe des imaginaires, je vais donc obtenir J fois U max sinus phi, le module étant égal à U max sinus phi. Et je sais que ça, c'est égal à, puisque le vecteur est présent ici, c'est égal à X fois I max. Donc U max sinus phi égale X fois I max. À partir de là, je vais remplacer dans l'expression de Q X I max par U max sinus phi,
Et je déduis donc que Q, la puissance donc réactive, a pour forme U max, I max, sinus phi sur 2. Ou alors, U efficace, I efficace, sinus phi. Je reprends ici les deux expressions de P et de Q. On voit qu'elles se ressemblent. Dans P, on a cosinus phi, dans Q, on a sinus phi, mais les deux expressions sont très semblables. Et donc, il est important ici de constater que P et Q ne sont tout de même pas du tout de même nature. P est une valeur moyenne, c'est la puissance active. Q est une amplitude. C'est deux choses tout à fait différentes. Alors maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie concernant la puissance apparente. On définit maintenant la puissance apparente S, S souligné parce que c'est un nombre complexe, c'est une amplitude complexe, ici, mise en jeu entre les bornes de Z, telles que S est égal à U par I étoile divisé par 2. I étoile étant le nombre complexe conjugué du courant I. Alors, Z, on sait que c'est R plus JX, on peut également l'exprimer par le module de Z multiplié par l'exponentielle de J phi, phi étant le déphasage entre U et I qu'on a précédemment considéré. On pourra également travailler, comme on l'a déjà fait, avec l'expression U égale ZI, sachant que U est égal à amplitude de U, c'est-à-dire U max en fait, exponentielle J phi U étant le déphasage de U par rapport à l'origine des phases. Et on va maintenant généraliser l'expression de S en prenant pour hypothèse que I n'est pas forcément à l'origine des phases. Ça nous a aidé tout à l'heure pour trouver les formes. Là, on va généraliser donc l'expression de S, et on va considérer que I peut très bien être associé à un déphasage par rapport à l'origine des phases, déphasage phi I. Autrement dit, I sera égal à module de I multiplié par exponentielle J phi I. Le module de I, c'est I max, bien sûr, dans le cas précédent, on l'avait montré, et on va représenter, sur le plan complexe, les différents paramètres qu'on vient d'évoquer. Tout d'abord, I égale à I max, donc amplitude de I, exponentielle J phi I. On voit que ici, sur le schéma, sur le petit dessin, le I est déphasé par rapport à l'axe des réels, c'est-à-dire par rapport à l'origine des phases, d'un déphasage phi I. On voit également que U, représenté par son module, donc U max, est déphasé de phi U. De sorte que Z étant égal à un module de Z exponentielle J phi, eh bien, on peut dire aussi que Z est égal à U sur I. U, amplitude complexe de U sur amplitude complexe de I. C'est-à-dire U max sur I max fois exponentielle de J phi U moins phi I. U max sur I max apparaît comme le module de Z, et exponentielle J phi U moins phi I fait apparaître le déphasage, donc, qui intervient sur, qui est égal à phi, hein, qui est le déphasage entre U et I. Voilà, on peut donc dire que phi est égal à phi U moins phi I. On reprend l'expression de U, U max exponentielle J phi U, c'est-à-dire U max exponentielle J phi plus phi I, puisque phi U égale phi plus phi I, on vient de le montrer. L'expression de I étoile, c'est donc I max exponentielle moins J phi I. Et lorsque je fais le produit U par I étoile divisé par 2, je trouve donc 1/2 multiplié par U max, I max exponentielle J phi plus phi I, multiplié par exponentielle moins J phi I. Bien évidemment, je trouve que S est égal à 1/2 de U max, I max exponentielle J phi. Je remplace exponentielle J phi par son expression en cosinus et sinus, et je distribue, et je montre que S est égal à l'expression de P plus J fois l'expression de Q. On a donc montré que S égale P plus JQ. Donc, quand on calculera S, la partie réelle de S sera la puissance active, et la partie imaginaire sera la puissance réactive.
Passons maintenant à la troisième partie qui concerne le théorème de Bouchereau. Alors ce théorème de Bouchereau dit que la puissance active mise en jeu dans un circuit électrique est égale à la somme des puissances actives consommées par les différentes résistances du circuit. Le théorème dit également que la puissance réactive mise en jeu dans un circuit électrique est égale à la somme des puissances réactives échangées entre les différents éléments réactifs du circuit. Alors, ça signifie que la somme des puissances consommées dans un circuit par les éléments résistifs du circuit est égale à la somme des puissances actives fournies par les générateurs présents dans le circuit. Ce qui est consommé par les résistances est fourni par les générateurs, ou les générateurs présents dans le circuit. Et on déduit également de ce théorème que la somme des puissances réactives échangées par les différents composants réactifs d'un circuit est égale à la somme des puissances réactives mises en jeu par les générateurs présents dans le circuit. On a donc une égalité entre les termes qu'on pourra utiliser.